Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous allons commencer dans quelques minutes notre webinaire sur la notification SKIP. Comme vous êtes très nombreux à vous être inscrits et pour laisser le temps à tous les participants d'entrer dans la salle virtuelle, je vais vous communiquer quelques informations pratiques. Tout d'abord, vos micros et vos caméras sont coupés, mais vous pourrez poser vos questions via le chat. Par contre, le chat est en mode fermé, c'est-à-dire que vous ne verrez pas les questions posées par les autres participants et c'est moi qui les relayerai auprès de nos intervenants à l'issue de leurs interventions. Deuxième information, c'est que la présentation PowerPoint vous sera envoyée ainsi que le lien pour visionner le replay du webinaire sur les pages YouTube de la CCI. Nous vous enverrons ces éléments, je pense, vendredi ou lundi, au plus tard. Et puis enfin, vous serez invité à répondre à notre enquête de satisfaction juste avant de quitter la salle. Et je vous remercie par avance pour vos retours et avis qui nous seront toujours très utiles, bien entendu. Je vous signale aussi que vous pouvez à tout moment nous informer du moindre problème technique que vous pourriez avoir via le chat, bien sûr. Voilà. Écoutez, il est 13h33. Nous allons donc commencer sans plus tarder notre webinaire consacré donc à la notification des SVHC dans la base SKIP. Mon nom est Catherine Jamon-Servel, je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne dans le cadre d'un réseau européen qui s'appelle Enterprise Europe Network et qui a pour objectif notamment de sensibiliser et d'accompagner les entreprises, les PME, dans l'application des réglementations européennes. Et justement, avec nos partenaires que sont Bureau Veritas et France Chimie Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons choisi d'aborder aujourd'hui un sujet qui est tout à fait d'actualité, puisque depuis le 5 janvier dernier, les articles qui contiennent des SVHC au sens de la réglementation REACH doivent être notifiés dans la nouvelle base de données SKIP qui a été créée par l'ECHA, qui est l'Agence européenne des produits chimiques basée à Helsinki. Vous allez le voir, cette obligation, elle concerne bien sûr les fabricants, mais aussi les importateurs et les distributeurs d'articles. Alors, pour vous détailler la démarche et vous aider à vous préparer au mieux, c'est Cathy Alvarez et Hélène Dubroc, ainsi que Frédéric Valsfeck de Bureau Veritas, qui vont vous présenter tout d'abord le contexte réglementaire et les objectifs de la notification. Puis, dans un deuxième temps, elles aborderont les aspects pratiques et surtout les outils pour qu'une notification soit réussie. Je vous rappelle donc que vous pourrez à tout moment poser vos questions via le chat et elles y répondront après leurs interventions dans le dernier quart d'heure du webinaire. Voilà, avant de céder la place et la parole à Bureau Veritas, je laisse le micro à Hélène Guéant pour qu'elle nous dise quelques mots sur les activités de France Chimie Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur les activités liées aux réglementations sur les produits chimiques. Je vous passe la... Merci Catherine. Bonjour à tous et je tiens tout d'abord à remercier la CCI Lyon Métropole d'associer France Chimie Auvergne-Rhône-Alpes à ce webinaire sur les notifications SKIP. Alors pour nous présenter brièvement, France Chimie Aura, c'est une organisation professionnelle qui soutient et qui rassemble les industriels de la chimie dans la région. Alors, pour nos principales missions, ce sont de représenter, mais aussi d'accompagner les entreprises dans de nombreux domaines. Donc, comme vous le disiez, Catherine, il s'agit ici des diverses thématiques réglementaires qui sont liées au secteur de la chimie spécifiquement, mais également les aspects hygiène, sécurité, environnement, la santé, sécurité au travail, le juridique et le social, l'économie, mais également la formation.
Alors, pour ma part, je travaille au sein du pôle innovation produits qui s'occupe des réglementations relatives aux produits chimiques et dont Skip fait partie des nouveautés cette année. Donc voilà, je vais maintenant laisser la parole à Cathy Alvarez et à ses collaboratrices expertes au sein de Bureau Veritas qui vont nous présenter donc les nouvelles obligations concernant Skip. Et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci beaucoup, Hélène. Bonjour à tous. Je suis très heureuse avec mes collègues d'avoir cette opportunité de vous présenter les exigences relatives à la notification Skip. Je me présente rapidement. Cathy Alvarez, je suis responsable du pôle réglementation produits chimiques au sein du Bureau Veritas, basé à Lyon, juste à côté, à Dardilly. On a en charge tout ce que vous pouvez voir, accompagner les entreprises sur leur conformité aux réglementations produits chimiques, donc REACH, CLP, biocides également, à travers du support ponctuel, de la formation, des audits de conformité, etc. Je serai accompagnée pour cette présentation de mes deux collègues qui dépendent d'une autre filiale de Bureau Veritas CPS. Je leur laisse la parole pour présenter un petit peu leur activité et puis présenter ensuite le webinaire et je vous retrouverai juste après. Bonjour à tous, donc moi je suis Frédéric Welsbeck, je suis responsable du pôle affaires technico-réglementaires. Je suis accompagnée d'Hélène Dubruck qui va parler dans un instant, qui est chargée de veille réglementaire et en fait nous appartenons toutes deux à la division biens de consommation de Bureau Veritas et notre métier est d'accompagner les fabricants, les distributeurs à mettre des biens de consommation sur le marché pour assurer la conformité des produits. Donc, on fait des essais de conformité, on fait des essais en restriction de substances dangereuses, on aide les professionnels à travailler la performance et à soutenir, enfin à les aider à construire des documentations pour documenter les allégations sur les produits. Donc voilà. Donc là, je vais laisser la parole à Hélène. Hélène qui va donc présenter l'environnement réglementaire qui est associé à la base de données Skip. Merci Frédéric. Alors bonjour à tous. Voilà alors l'ordre du jour de ce webinaire. Donc la première partie sera consacrée donc à l'environnement réglementaire. Alors parmi les points abordés, on abordera donc le contexte réglementaire, donc les textes concernés par la notification Skip, les objectifs de cette notification. On va faire aussi un bref rappel sur qu'est-ce qu'un article et qu'est-ce qu'une SVHC. Et il y aura aussi un point abordé sur comment on identifie en laboratoire les SVHC. La deuxième partie portera donc sur la notification Skip en tant que telle, donc à qui s'applique-t-elle, quelles sont les informations à fournir et les cas particuliers. Il y aura donc là une troisième partie sur quels outils, donc avec une démarche pas à pas, et une dernière partie donc avec une conclusion et recommandations pour comment se préparer au mieux. Alors, l'environnement réglementaire. Alors, la notification Skip, d'abord, elle est encadrée par la directive principale qui est la directive déchets. Donc, la directive 2008-98. Alors, il faut savoir que donc en 2018, cette directive déchets a été modifiée et des nouvelles mesures ont été amendées donc, dans cette directive afin de lutter contre les effets nocifs de la production et de la gestion des déchets sur l'environnement et la santé humaine, et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire. Donc, parmi ces mesures, il y a donc la création d'une base de données d'informations sur les articles qui contiennent des substances extrêmement préoccupantes, donc dites SVHC, par l'ECHA, donc l'ECHA qui est l'Agence européenne des produits chimiques. Donc, cette base de données s'intitule donc Skip, Substances of Concern in Articles as Such or in Complex Objects, donc Products, le P de Products. Et donc, cette base de données, elle vient recenser donc, les notifications faites à l'ECHA des articles mis sur le marché à partir du 5 janvier 2021. Alors, en France, quelles mesures de transposition? Il faut savoir donc que toute directive est retranscrite en droit national, donc là, une directive ou une modification de directive.
Donc actuellement en France, nous avons un texte qui a été publié en juillet 2020, qui est l'ordonnance 2020-920, qui requiert l'obligation de notification à l'ECA. Et nous avons actuellement en cours un projet de décret qui est voilà, finalisé, dans lequel on trouve les modalités de transmission pour cette notification. Et dans ce projet de décret, on y retrouve aussi les sanctions en cas de non-respect de l'obligation. Ensuite, le deuxième texte qui s'y applique, qui s'y réfère, c'est le règlement REACH. Le règlement REACH, c'est donc le règlement européen qui réglemente les substances telles quelles, dans des mélanges ou dans des articles. Donc, les définitions qui sont utilisées pour la mise en place de la base de données SKIP, elles se réfèrent à REACH. On y retrouve les définitions, par exemple, de fournisseurs d'articles, de substances, etc. La base donc, de données SKIP, elle vient compléter les obligations actuelles au titre de REACH en ce qui concerne les SVHC présents dans les articles, donc soit obligation de notification et ou de communication. On y reviendra dessus un peu plus tard. Le dernier texte concerné dans l'environnement de SKIP, c'est le principe de l'économie circulaire. Bon, là, il n'y a pas encore de texte, règlement ou directive publié. Par contre, il y a un plan d'action européen pour l'économie circulaire dont le but est de favoriser la circularité dans un environnement exempt de substances toxiques. Donc voilà, le but, c'est de passer au départ d'une économie qui est linéaire, dans laquelle on retrouve en fin de vie des produits qui sont jetés, à une économie circulaire. Avec donc en fin de vie, les produits ne sont plus jetés, mais ils sont récupérés et triés et reviennent dans le processus d'économie, soit par une nouvelle fabrication ou un recyclage, ou par une réutilisation. Donc, voilà l'environnement réglementaire de SKIP, le but étant évidemment que les articles ne reviennent pas dans le circuit alors qu'elles portent des substances dangereuses, donc les SVHC. Alors, les objectifs de SKIP, la base de données, elle poursuit 3 objectifs. Donc, réduire les substances dangereuses présentes dans les déchets, encourager le remplacement de ces substances par des alternatives plus sûres et donc contribuer à une meilleure économie circulaire en faisant en sorte que ces substances dangereuses ne soient pas présentes dans les matériaux recyclés. Donc, ce dont je venais parler juste auparavant. Alors, SKIP, la base de données SKIP, elle est destinée avant tout donc, aux organismes de traitement des déchets qui vont donc se servir des informations que vous notifiez pour un meilleur tri des déchets. Elle est aussi destinée aux consommateurs qui pourront avoir accès à cette base de données pour information. Et elle est destinée aussi aux autorités. Alors, un rappel, qu'est-ce qu'un article? La définition, donc, elle est donnée dans REACH. Donc, au départ, un article, c'est un objet auquel sont donnés au cours du processus de fabrication une forme, une surface ou un dessin particulier qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique. Alors, on distingue un article d'un objet complexe. Un article simple, comme là, un exemple, donc une assiette à découvert, c'est un article. Un objet complexe dans lequel il y a plus de 2 articles. On a pris ici l'exemple du vélo, dans lequel on peut voir l'ensemble des articles qui composent ce vélo. Alors, parallèlement à ça, on a pris ici l'objet, la photo d'un objet qui est fabriqué à base de pâte à modeler. Alors, il faut savoir que la composition de cet objet, qui est donc en pâte à modeler, sa composition chimique est plus importante que sa forme, sa surface ou son dessin. Donc, dans ce cas-là, l'objet qu'on voit sur le dessin ne sera pas un article ou un objet complexe. Ça reste un assemblage de mélanges. Dans les exemples qu'on voit précédemment, les articles, qu'ils soient en verre, en céramique ou en métal, ça ne change rien en fait. La forme est toujours la même, la fonction de l'objet est toujours le même. Alors que quand la composition chimique est plus importante que sa fonction, dans ces cas-là, comme l'exemple des pâtes à modeler, on parle de mélange. On a pris aussi ici l'exemple d'une bougie dans lequel on retrouve une combinaison d'articles
et de mélange, puisque nous avons le contenant et la mèche qui sont un article, alors que la cire est un mélange. Donc là, on peut voir que voilà, il faut déjà bien comprendre les produits qu'on a. Est-ce que ce sont des articles? Est-ce que ce sont des mélanges? Est-ce que c'est une combinaison d'articles et de mélanges? Alors, à noter que le guide ECA a publié un guide sur les exigences applicables aux substances contenues dans des articles, qui précise le cas des objets complexes constitués d'au moins 2 articles et qui sont liés par un mélange. Et on voit aussi le cas des articles qui sont enduits et revêtus. Donc, on vous conseille d'aller voir ce guide parce que c'est vrai qu'il explique, dans ces cas-là comment je considère mon produit. Alors, Frédéric, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les SVHC, s'il te plaît? Tout à fait, Hélène. Je viens. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de substances SVHC. Donc, SVHC, la signification donc de l'abréviation, c'est les lettres anglaises, donc Substances of Very High Concern. En français, on traduit cela par substances très préoccupantes ou extrêmement préoccupantes. Donc les substances SVHC, ce sont des substances qui seront caractérisées comme étant des CMR, donc des substances qui seront cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, qui seront persistantes, bioaccumulables ou très persistantes, très bioaccumulables, notamment pour l'environnement, dans l'environnement. Et ce sont également des substances qui pourraient présenter des niveaux particulièrement critiques pour la santé humaine ou pour l'environnement, et notamment des perturbateurs endocriniens. Donc aujourd'hui, la liste de référence pour les SVHC, elle est consultable sur le site de l'ECA. On a aujourd'hui 211 substances qui ont été listées sur la liste de l'ECA. Donc là, sur la slide, vous voyez 209, mais en fait, le texte a été corrigé, la liste a été agrémentée de 2 nouvelles substances il y a 2 jours, puisqu'en fait, cette liste est mise à jour 2 fois par an, au mois de juin et au mois de janvier. Donc là, c'est juste un petit visu de ce qu'on peut trouver sur le site de l'ECA. Et donc après, au-delà de savoir, de connaître la liste des substances, l'objectif de toutes ces notifications et communications, c'est d'identifier la présence de ces substances dans ces articles. Aujourd'hui, en fait, on a 2 voies, on va dire, pour réussir à identifier ces SVHC. On a une voie qui peut être une voie documentaire, donc dans l'hypothèse où on a suffisamment d'informations sur les matériaux qui vont être utilisés pour la fabrication des matériaux, c'est-à-dire être capable de bien identifier tous les ingrédients qui sont utilisés, utilisés pour fabriquer les matériaux. Si on n'arrive pas à avoir des informations suffisantes, c'est-à-dire par voie documentaire, on peut procéder par voie analytique. Donc la planche qu'on vous présente, c'est une planche qui vise à vous montrer de manière un petit peu générale la façon dont on procède par voie analytique lorsqu'on doit identifier des SVHC dans les articles. Donc on a, on dira, quatre grandes étapes. On a donc une étape qui concerne, donc là on a un objet à analyser qui est constitué de différents articles. Donc le but de l'analytique est en fait on va démanteler de manière mécanique l'objet. Donc là je pense que Cathy a une petite planche qui est un petit peu donc là on a un léger petit souci de connexion, mais ça va revenir tout de suite. Excusez-moi, je vais rechercher j'arrive. La planche. Je te remercie. Donc là, juste pour laisser le temps à Cathy de recharger la planche, donc en fait, lorsqu'on cherche à mesurer la présence de SVHC dans les objets, donc on va démanteler de manière mécanique l'objet, donc on va isoler en fait les différents articles et les différents composants en fait qui constituent cet article. Donc on va par exemple démanteler le guidon, les roues, la selle, les pédales, et on va séparer les différents matériaux.
Donc, ces différents matériaux, on va donc les rassembler pour fabriquer en fait des éprouvettes. Donc, on aura des éprouvettes de matériaux qui vont être de profils un petit peu similaires. Donc, par exemple, les plastiques avec les plastiques, les métaux avec les métaux. Donc, on va peser ensuite ces différentes éprouvettes. Et avant de passer ces éprouvettes dans les instruments analytiques, on va chercher d'abord à extraire, à isoler les substances qu'on cherche à rechercher. Donc, les extractions l'isolement des substances à rechercher se fait soit par digestion, soit par extraction avec des solvants. Donc, une fois qu'on a fait ces étapes avant, disons, détection et mesure, donc, alors, je me suis perdue en cours de route, mais c'est pas grave, c'est le principe du live webinaire. Donc, une fois qu'on a fait ces étapes d'isolation, donc on va passer ces petites, ces échantillons dans des machines qui vont nous permettre justement d'aller détecter ces substances et de mesurer leur concentration. Donc, à l'issue de ce petit process, on va pouvoir éditer un rapport qui va venir préciser par composant, par matériau, si on est en présence de SVHC et leur concentration. Donc, on a toute une panel d'équipements qui vont permettre de détecter et de mesurer la concentration dans différents types de matériaux. Donc, on a jusqu'à 7 ou 8 différents types de machines qui permettent d'aller mesurer toutes ces substances dans les matériaux. Alors, comment concrètement se passe la notification? Alors, la notification, alors, est-ce que Cathy, tu peux passer à la slide suivante? Voilà. Alors, voici, vous retrouvez donc ici l'ensemble des étapes, un conseil, on va dire, pour se préparer au mieux. Alors, je vais commencer donc par la première étape, donc déterminer ces obligations de notification SKIP. Alors, dans un premier temps, alors, à qui s'applique l'exigence de notification SKIP? Donc, le texte est très clair, donc c'est tout fournisseur européen d'articles qui contient une SVHC à une concentration supérieure à 0,1% masse sur masse. Donc, on retrouve dans ces fournisseurs d'articles les producteurs et assembleurs établis dans l'Union européenne, les importateurs établis dans l'UE, ainsi que les distributeurs d'articles et autres acteurs de la chaîne, donc établis dans l'UE, qui mettent les articles sur le marché. Alors, avec un petit bémol, voilà, merci Cathy, c'est à l'exception donc des détaillants et autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement qui fournissent des articles directement et exclusivement aux consommateurs. Donc, dans ces cas-là, ces acteurs-là ne sont pas concernés par la notification SKIP. Alors, ici, cette planche a pour but de rappeler l'ensemble des obligations de notification et de communication au niveau des SVHC, aussi bien REACH que SKIP, pour être exhaustif. Alors, lorsque l'article contient une ou des substances SVHC, le producteur et importateur, alors, sous condition donc d'avoir une substance qui est supérieure à 0,1% poids total article, donc ou masse sur masse, et avec un tonnage donc supérieur à 1 tonne par an. Donc, dans ces cas-là, le producteur et importateur doit notifier à l'ECA l'identification de la substance, les informations sur le tonnage ou son utilisation. Donc, c'est la première obligation. Ensuite, pour tous fournisseurs, lorsque la substance est supérieure à 0,1% poids total article, il y a une obligation de communication des informations suffisantes pour permettre l'utilisation sur de l'article. Donc là, nous sommes sur une obligation REACH, donc qui est communiquée sur demande du consommateur sous 45 jours. Et cette communication doit être systématique le long de la chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est un petit rappel sur l'obligation au niveau de REACH. Donc SKIP rajoute une obligation. Donc dans ces cas-là, il y a une notification SKIP à l'ECA qui doit se faire aussi systématiquement le long de la chaîne d'approvisionnement. Et enfin, lorsque vous avez une substance qui est inférieure à 0,1% en poids total article, dans ces cas-là, il n'y a aucune obligation réglementaire. Alors, il faut savoir qu'il n'y a aucune exemption pour ces obligations,
sauf pour les informations qui sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale. Alors, je passe la main maintenant à Cathy qui va rentrer dans le détail du reste des étapes pour la notification SKIP. Parfait. Merci beaucoup, Hélène. Donc, effectivement, dans la démarche pour se préparer au mieux donc à la notification SKIP, on va maintenant regarder quelles sont les exigences d'information à fournir, puisque bien comprendre et connaître ces exigences, c'est voilà, déjà progresser et se préparer au mieux. On verra ensuite les autres étapes. Alors, hop. Première chose que vous devez savoir et que vous devez fournir lors de la notification SKIP, c'est un nom, le nom de l'article, une désignation. Donc, on verra tout à l'heure dans une petite démo tous ces éléments-là. Je ne m'attarde pas trop, mais c'est important pour vous de voir en rouge ce qui est obligatoire et en vert ce qui est requis. On verra qu'il y a une petite différence entre l'obligatoire et le requis, sachant que tout ce qui est indiqué en noir est facultatif. Donc, facultatif, vous pouvez ou non indiquer, renseigner ces champs, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, dans le nom de l'article obligatoire, identifiant primaire de l'article, donc un code, on le verra, EAN, donc ce sont des codes, l'EAN, c'est les chiffres, la succession de chiffres qu'on peut retrouver par exemple sous les codes barres. Il y a aussi d'autres référentiels, d'autres catalogues qui seront utilisés et on pourra voir tout à l'heure les différents codes potentiels que vous pouvez renseigner. L'autre nom tel que la marque, le modèle ou d'autres identifiants peut-être en interne que vous aurez, des références par exemple client ou des références dans un catalogue interne ou un catalogue client, c'est des choses que vous pouvez rajouter de façon facultative. Il y a un champ également dédié à tout ce qui est catégorisation. Donc, quelle catégorie d'articles? Le but, c'est de pouvoir faire des tris ensuite, comme l'expliquait Hélène, notamment pour tous les gestionnaires de déchets. Donc, c'est d'essayer d'harmoniser au maximum ces déclarations. D'où l'obligation de choisir pour le notifiant un code article qui est pertinent pour l'article qui contient cette SVHC. Donc pour ça, il y a la nomenclature combinée et le TARIC qui sont utilisés comme référence. On verra encore une fois tout à l'heure à quoi ils correspondent. Mais ce sont pareil des codes, des codes numériques qui permettent d'identifier de façon assez codifiée et standardisée le type de catégorie d'article. Ensuite, le champ production en Europe. Donc là, il est requis. Par contre, vous pouvez très bien indiquer que vous n'avez pas l'information. La différence voilà, entre l'obligatoire et requis, ici, on le verra, vous pouvez indiquer que vous l'importez, vous le produisez, ou importer et production en Europe, ou tout simplement que vous n'avez pas l'information. Parce que des fois, le long de la chaîne d'approvisionnement, on n'a pas non plus des fois tout le temps ces informations. Donc, caractéristiques, photos, dimensions, couleurs, tout ça, c'est optionnel. Vous pouvez, pour des facilités pour vous y retrouver, ou pour également, des fois, le consommateur avoir à préciser ces informations-là dans le cadre de la notification SKIP, mais elles ne sont pas obligatoires. Instruction d'utilisation en toute sécurité. Là, deux possibilités. Donc, effectivement, comme d'ailleurs dans Reach, on a obligation de transmettre, de communiquer le long de la chaîne des recommandations pour une utilisation sûre de l'article qui contient une substance préoccupante. Là, vous avez deux possibilités. Donc, soit vous fournissez donc des instructions à travers un document en pièce jointe que vous pouvez donc joindre. Donc, vous êtes limité en taille à 10 mégabits, je crois, 10 mégaoctets. Mais voilà, vous pouvez fournir un document externe ou alors indiquer qu'il n'y a pas besoin forcément de fournir de recommandations autres que déjà juste l'identification de la substance candidate donc, à vos clients. Donc, on le verra également tout à l'heure dans la démo. Composant d'un objet complexe, si on a affaire à un objet complexe, donc si c'est pertinent, vous devez indiquer également le nombre d'unités qui contient la SVHC dans cet objet complexe. Et puis, bien sûr, l'élément central concernant l'élément préoccupant, donc quelle substance SVHC est contenue dans l'article, quelle est sa teneur, donc la fourchette de concentration. Donc vous verrez, il y a des fourchettes qui sont déjà prédéfinies. Vous n'avez pas à rentrer le pourcentage exact. Quelle est la catégorie de matériaux et ou la catégorie de mélange? Également, c'est
un champ qui là est obligatoire. Et enfin, caractéristiques additionnelles concernant le matériau. Donc là, vous voyez, il y a la catégorie de mélange. Vous pourriez me dire pourquoi il y a un mélange alors qu'on voilà, on est sur des articles, parce que des fois, il y a des articles, par exemple, typiquement le thermomètre, on a un mélange qui peut contenir une substance préoccupante, ou d'autres articles, comme le soulignait Hélène juste avant, où des mélanges peuvent faire, par exemple, la jonction, en tant qu'un adhésif qui assemble deux articles. Ou alors encore des substances qui sont sur les revêtements peinture ou autres, et qui peuvent contenir des substances préoccupantes. Donc c'est ici où on précisera la catégorie de mélange. Donc, voilà pour les informations à fournir. Il faut savoir que toutes ces informations ne seront, alors la plupart d'entre elles seront rendues publiques. Donc il faut être très vigilant aux informations que vous indiquez, et c'est vraiment les cas insistent de la responsabilité du déclarant de ne pas soumettre d'informations sensibles ou confidentielles. Il faut savoir que quasiment toutes les données sont rendues publiques, donc le consommateur aura accès. Seul l'identifiant de l'article en fait qui est notifié sera transmis. C'est-à-dire que pour des raisons aussi commerciales, pour pas quand on a affaire à des articles complexes qui du coup pourraient dévoiler les fournisseurs de chaque pièce de l'article, ce découpage n'est pas transmis. C'est-à-dire qu'on a juste accès aux informations concernant l'article complexe initial. Donc ça, c'est important. Skip ne rend pas public le lien aussi entre la notification et l'entité légale qui a notifié. Donc, il faut vraiment avoir une analyse sur le juste milieu entre les informations que vous transmettez et dans le but vraiment d'alimenter et de contribuer vraiment aux objectifs de Skip de diffusion de l'information. Communiquer dessus, par contre, ne pas trop en donner, effectivement, et surtout bien faire attention aux informations qui pourraient être jugées confidentielles par votre entreprise. Puisque derrière, donc, les consommateurs, les ONG, les gestionnaires de déchets vont avoir accès à toutes ces informations. Un point important aussi, c'est qu'une notification Skip peut être mise à jour aujourd'hui, mais elle ne peut pas être supprimée. Donc, ce qui est un peu embêtant. L'ECA, je pense, travaillera sur ce point-là, peut-être en amélioration de la base de données, mais pour l'instant, voilà, on ne peut que les mettre à jour et non pas les supprimer. Donc, une fois qu'on connaît, qu'on a appréhendé un petit peu les exigences d'information, effectivement, l'étape d'après, c'est faire un état des lieux de son portfolio. Qu'est-ce que j'ai comme article? Quels articles sont susceptibles de contenir des SVHC? Et pour ça, il faut questionner et mettre en place un système de communication avec les fournisseurs qui permettent de vous assurer que vous avez ou vous n'avez pas de substances préoccupantes à plus de 0,1% dans vos articles. Des fois, ça peut passer par des tests, comme vous l'a présenté Frédéric, avec la possibilité ponctuellement de vérifier par des méthodes analytiques la présence ou pas de substances préoccupantes à plus de 0,1%. Donc voilà, c'est cette analyse qui est aussi essentielle et qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de faire le point sur effectivement tous les articles produits, importés, distribués. Donc c'est un gros travail. Une fois que vous avez fait ce travail d'analyse, derrière, il faut adapter ces données, c'est-à-dire bien prendre connaissance des différentes options offertes par la base de données Skip. Il y a effectivement des cas particuliers et notamment des facilités de regroupement qui sont offertes pour la notification Skip. Donc, les cas poussent, non pas pour avoir des millions, enfin plus même de notifications, mais pouvoir avoir des notifications le plus restreintes possible et finalement les plus optimisées possible. Il y a la possibilité, lorsqu'on a des articles qui sont totalement identiques ou quasi identiques, de soumettre une seule notification. L'idée, c'est de pouvoir regrouper tous les articles qui répondent aux critères qui sont énoncés ici au sein d'une seule notification. Les critères, c'est même fonction, même usage des articles. Donc, même nom, même catégorie d'articles, le code TARIC ou le code de NC. Donc ça, voilà, il faut qu'il y ait au moins ça. Même forme physique, bien sûr. Même composition chimique avec, bien sûr, la même substance préoccupante, donc même matériau. Et puis, les mêmes instructions d'utilisation sûres.
Donc typiquement, pour ce cas-là, souvent on parle par exemple de centaines de vis, ou c'est l'exemple qui est notamment considéré dans le guide de l'ECA. Donc pour des milliers de vis mises sur le marché, si la taille de la vis change un peu, mais que finalement le même pourcentage de SVHC est présent dans toutes les vis, vous pourrez optimiser et faire une seule notification. Là, l'exemple qui est donné aussi, qui est extrait du guide de l'ECA, c'est différents joints, des joints caoutchouc, élastomères, qui du coup contiennent tous la même teneur en SVHC, donc à 8% de masse. C'est les mêmes matériaux, la même catégorie d'articles. Le code barre peut être différent, bien sûr, puisqu'on a des diamètres potentiellement différents, des couleurs différentes, des références internes qui peuvent être différents, et on peut regrouper au sein d'une seule notification l'ensemble de ces articles. Donc, c'est intéressant de, le plus en amont possible, se poser finalement cette question, qu'est-ce que je peux regrouper au sein d'une notification unique pour optimiser le travail, économiser un peu de temps et finalement pouvoir couvrir tous les articles concernés par la notification skip au sein d'une seule unique notification. Donc, l'idée, c'est que quand on regroupe, on va derrière désigner par un code unique, un identifiant spécifique l'ensemble de ces articles. C'est valable aussi dans le cas des objets complexes. On le voit là facilement sur un objet simple. Quand on a affaire à des objets plus complexes, dits quasi identiques, là, les critères sont les mêmes. Il faut que ces objets complexes aient les mêmes fonctions, mêmes usages, les mêmes instructions également, mais qu'également leurs sous-composants, leurs composants et sous-composants remplissent toutes les conditions qui sont applicables aux articles juste au-dessus que je viens de présenter. Donc, c'est vrai que ça devient déjà plus complexe, mais on le voit, on peut avoir, même dans le cas des objets complexes, une optimisation avec une notification unique pour couvrir l'ensemble de ces articles qui se regroupent au sein d'un identifiant primaire. Ça n'empêchera pas de pouvoir déclarer dans la notification différents, par exemple, différentes références catalogues, mais on aura un identifiant primaire unique qui permettra d'englober en fait tous ces articles complexes. Différents types de notifications existent et clairement différentes options sont offertes par la base de données Skip. Le principe de foreign user, vous avez la possibilité de permettre à une tierce partie, donc une tierce entité légale, de soumettre une notification en votre nom. Alors ça, c'est très pratique dans le cas notamment de groupes avec des filiales où finalement le groupe peut prendre en charge la notification Skip pour ses filiales. Le recours également à un consultant externe, ça c'est voilà, des possibilités pour pouvoir déléguer finalement sa notification. C'est relativement simple et c'est vrai que c'est une possibilité qui est nouvelle, donc qui est très intéressante ici pour la base de données Skip. Ce qu'on appelle la notification Skip simplifiée, en anglais SSN. Alors ça, c'est très pratique et ça va être vraiment en termes de charge de travail très apprécié par notamment les distributeurs ou même les filiales. Typiquement, pour les articles que vous achetez, qui ne sont pas modifiés chez vous, que vous revendez, donc aucune opération, l'article qui est reçu, c'est vraiment voilà, l'article qui est vendu. Vous avez possibilité de vous référer aux données soumises par votre fournisseur lors de sa notification Skip. Donc ça, c'est très intéressant. On va le voir juste après en cas particulier. Donc ça vraiment minimise le travail dans le cas notamment des distributeurs ou de certaines filiales où on peut échanger finalement, on verra le numéro Skip. Le référencement, je vais rentrer dans le détail juste après. Là, c'est plutôt pour tous les articles complexes qui intègrent des articles, qui intègrent d'autres articles qui contiennent des SVHC typiquement. Donc là, on a possibilité de se référer aux données qui ont été soumises lors des notifications précédentes de ces composants. Donc clairement, c'est utile pour les assembleurs. Donc, on va le voir, on fera un petit exemple également tout à l'heure lors de la démo. Les conditions préalables pour ces deux options, enfin, en tout cas ces deux cas un petit peu simplifiés, c'est d'avoir le numéro Skip. Si on n'a pas le numéro Skip, on ne pourra pas faire du référencement ou faire une notification simplifiée. Donc la notification simplifiée, c'est finalement, donc comme je vous disais, vous recevez un article
vous le vendez. Il n'y a pas d'obligation, en fait, vous n'avez pas de nécessité de recréer un dossier. Vous pouvez directement, à partir du numéro SKIP qui vous aura été transmis par votre fournisseur, par exemple, dans le cas de la conformité à l'article 33, donc communication des SVHC, votre fournisseur peut vous dire, ben voilà, je vous informe qu'il y a une présence de SVHC à plus de 0,1% dans l'article, donc ça c'est REACH article 33, et voici le numéro SKIP. Donc cette transmission du numéro SKIP permettra au distributeur de faire référence de façon très rapide et optimisée à la notification de son fournisseur, et donc il n'y aura pas besoin non plus de faire de mise à jour. Imaginons le pourcentage varie, la désignation varie, il y a une mise à jour qui est faite par votre fournisseur, le distributeur n'aura pas à mettre à jour sa notification SKIP puisque en faisant référence au numéro SKIP du fournisseur, la mise à jour est automatique. Donc l'idée, c'est la démarche, c'est on crée le compte EK, son compte EK, on va derrière soumettre cette soumission simplifiée et derrière, c'est automatique. On a l'information très rapidement sur la validation et puis l'acceptation de la notification par l'EK. Donc, en pratique, comment ça se place? On a créé son compte EK, on clique sur Simplified Skip Notification. Hop, vous renseignez ici le numéro SKIP qui vous a été transmis et vous cliquez sur Submit et c'est fini. Donc, c'est vraiment très simple et du coup, c'est vraiment à utiliser. Ça nécessite néanmoins une vraie communication efficace le long de la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir alléger le fardeau finalement des notifications SKIP. Le referencing dont je vous parlais, donc là, le principe, c'est l'article est reçu, il n'est pas modifié, il est juste incorporé dans un article plus complexe. D'accord ? Il n'y a pas là de nécessité finalement de recréer ce qu'on appelle une dataset ou en tout cas un sous-article. On va directement faire référence au numéro SKIP transmis par exemple, encore une fois dans le cadre de l'article 33, donc transmis par le fournisseur et l'assembleur qui du coup va pouvoir se référer à ce numéro SKIP va lier automatiquement sa notification à celle de son fournisseur. Encore une fois, s'il y a une mise à jour du coup qui est faite sur ce sous-article, la mise à jour sera automatique et l'assembleur n'aura pas à procéder à la mise à jour de sa notification SKIP pour son article complexe. Donc l'idée c'est pareil, même démarche, on va créer le compte sur son compte EK, on verra tout à l'heure avec quels outils, on va préparer sa notification en créant finalement sa dataset, ce qu'on appelle la dataset, on le verra aussi tout à l'heure, c'est création de l'article. On va pouvoir faire référence ici au numéro SKIP et soumettre, créer son dossier et ensuite soumettre, donc via le portail de soumission de l'EK, ici, sa notification SKIP qui sera vérifiée rapidement. Donc c'est un peu moins immédiat hein, qu'on a vu tout à l'heure la notification simplifiée, mais on le verra relativement facile aussi. Donc, la démarche pas à pas, je vais vous proposer de vous montrer comment ça se fait concrètement donc, sur le site de l'EK pour préparer sa notification et derrière la soumettre. Ce qu'il faut savoir, c'est juste avoir une belle vision aussi des outils disponibles. Il existe le service cloud en ligne de l'EK, donc qui est géré par l'EK et qui permet de stocker l'ensemble des données. Donc ça, c'est très pratique parce que ça permet de tout faire en ligne, faire sa notification SKIP en ligne et c'est relativement pratique quand on n'a pas énormément, on va dire, de notifications à faire. L'EK recommande néanmoins, lorsqu'il y a beaucoup de notifications à faire, soit de passer par le service hors ligne de Euclid. Donc Euclid 6, c'est un logiciel qui se télécharge, hein, qui peut être en version locale ou sur serveur, donc sur votre ordinateur ou sur un serveur, et qui permet finalement de tout préparer en amont et ensuite, via un export, de tout soumettre directement via l'EK Cloud Submission Portal. Là aussi, c'est peut-être pour les personnes plus avisées et habituées en fait à Euclid parce que voilà, ça nécessite un petit peu plus de dextérité sur ce logiciel. Il existe également, là c'est plus pour ceux qui ont une quantité beaucoup plus importante aussi de notifications à faire, un service system to system
c'est-à-dire que l'ECA permet aux entreprises qui ont déjà un système en place en interne qui a permis de collecter l'ensemble des informations et finalement préparer au format Euclid dans un système interne à l'entreprise, du coup de soumettre, de se mettre en relation directement avec l'ECA pour soumettre de façon massive en fait leurs notifications pour tous les articles. Pardon. Donc c'est vraiment une soumission en bloc. On n'est plus là article par article ou voilà. Là on est vraiment sur une soumission bloc quand on a plusieurs centaines voire milliers de notifications à faire. Le principe, il est décrit ici. On va préparer un dossier donc à travers Euclid 6. Donc, on va le voir tout à l'heure, on va le faire sur le cloud. Donc, soit voilà, à travers le cloud, soit en bureau ou en serveur en local. Derrière, on va exporter et faire la soumission du dossier via le ECA Submission Portal pour derrière voilà, avoir le rapport de soumission. Et du coup, c'est l'envoi à l'ECA qui est fait de façon optimisée, en tout cas voilà, harmonisée via le ECA Submission Portal. Donc, je vous propose d'y aller. Donc, juste avant, pour vous montrer où avoir accès, donc vous allez sur le site de l'ECA, service en nuage de l'ECA. Vous pouvez cliquer ici donc, sur le Access ECA Cloud Service. Une fois que vous allez cliquer là, vous allez avoir deux options. Soit vous vous loguez, vous avez déjà créé un compte et vous vous loguez, soit vous vous enregistrez, donc vous créez votre compte pour la première fois ici. Derrière, vous allez avoir accès, une fois que vous êtes logué, au Euclid, donc au Euclid Cloud, là, ici, et au portail de soumission ici. À droite, ce sont les versions d'essai qui ont permis notamment à l'industrie de se préparer au mieux à différentes obligations et notamment la notification skip dès l'automne 2020. Donc, c'était vraiment des portails d'essai pour permettre vraiment aux gens de s'entraîner et de préparer au mieux la notification pour que celle-ci puisse être soumise à partir du 5 janvier. Elle pouvait être d'ailleurs soumise avant hein, si c'était prêt, puisque la notification skip était possible depuis fin octobre. Donc, je vais vous montrer une petite démo donc, sur le site internet. Je vais juste faire l'échange. Alors, je vous demande 30 secondes. Et puis, je vous interromps le temps que vous vous connectez pour vous dire qu'il est 14h19. D'accord, merci beaucoup pour ce rappel. Merci bien. Alors, hop. Normalement, vous allez voir l'écran. Donc, la connexion, voilà, la connexion à l'ECA Cloud Service prend un petit peu de temps. Donc, ils disent 1 minute environ. En général, c'est un petit peu plus rapide. J'étais connectée, mais voilà, là, du coup, ça s'est déconnecté et je me reconnecte. Donc, l'idée, c'est de préparer le plus en amont possible l'ensemble des informations sur votre article pour pouvoir, du coup, derrière, soumettre, remplir la notification skip le plus efficacement possible une fois que vous êtes sur le cloud. Donc, je vous propose de faire un exemple, là, une petite démo avec un tuyau qui contiendrait donc une substance préoccupante, un phtalate, un tuyau plastique avec un phtalate. Donc, dès que je vais pouvoir me reconnecter, je vous montre tout ça. Ça prend un petit peu de temps. Alors, il faut dire en plus qu'il y a eu effectivement beaucoup de notifications hein, qui ont été soumises à l'ECA, puisqu'il y a plus de 5 millions de notifications qui ont été soumises là avant c'était le statut à mi-janvier. Donc, il y a des périodes d'affluence, il y a des périodes aussi où le réseau est un peu plus lent. Donc, n'hésitez pas, soyez persévérants et voilà. Après, ça s'affiche et on peut vite créer les choses très rapidement. Donc là, vous avez accès à ce qu'on appelle le dashboard qui permet du coup de créer les notifications skip. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez aussi l'entité légale. Donc là, j'ai créé une entité légale exprès pour ce webinaire. Donc elle s'affiche en haut à droite et elle permet du coup de bien indiquer quelle est l'entité légale qui notifie. Dans le cas des foreign users dont je vous parlais tout à l'heure, vous pourrez avoir plusieurs entités légales donc pour notifier au titre de différentes entités légales. Donc, on va commencer.
ici avec article. Hop là, hop, je vais enlever ça. Donc, on va créer un nouvel article. Donc, on va cliquer sur New Articles et puis on va du coup lui donner un nom. Donc, vous avez le droit de parler en français, en anglais. Vous écrivez ce que vous voulez et vous indiquez vraiment. La langue est au choix. D'accord ? Il n'y a pas d'obligation de le faire forcément en langue anglaise. Donc, là, vous avez l'identifiant. Donc, je vous parlais de l'identifiant primaire qui va, lui, être caractéristique de votre article. Il est très important parce qu'une fois choisi, du coup, cet identifiant primaire, il va être, vous ne pourrez pas le changer. Vous ne pourrez pas faire de mise à jour. C'est vraiment la clé identifiant votre notification. Donc là, typiquement, identifiant primaire, donc j'ai pris un code, donc code EAN, European Article Number. J'aurais pu créer, comme je vous disais, j'aurais pu choisir autre chose, Japanese Article Number, Universal Product Code, etc. Ou bien même un numéro de référence interne ou un numéro de série interne. Donc là, je vais prendre l'article et puis je vais créer mon article. Donc très bien, je vais aller ouvrir cet article et du coup qui apparaît ici. Et je vais pouvoir compléter les informations dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai possibilité d'écrire un autre nom si je le souhaite. Là, j'ai mon article primaire. Dans la partie catégorisation, ici, vous avez la possibilité du coup de taper directement le code article ou aller rechercher la catégorie d'article. Donc là, vous avez, si vous cliquez sur ici la recherche des catégories d'articles, différentes catégories qui sont prédéfinies et qui correspondent du coup au catalogue, je vous disais tout à l'heure, au code TARIC, qui est un format harmonisé. Donc là, je vous propose, hop là, je vais prendre ce que j'avais déjà noté. Typiquement, hop, article catégorie, vous allez voir. Donc là, vous avez effectivement, par exemple, ici, Machinery Mechanical Appliance, Electrical Equipment, Sound Recorders, etc. Vous avez la possibilité de regarder ici différents articles. Donc, par exemple, si je fais, hop, là, je vais choisir, hop là, pardon. Là, je vais sélectionner celui-là, typiquement. Hop. Et voilà, ça m'affiche directement. Donc ensuite, production en Europe, j'ai ici la possibilité de dire, voilà, soit c'est importé et produit, soit justement juste importé ou pas d'information. Donc je vais dire importé et produit. Et ensuite, je rentre dans la partie caractéristique où j'ai la possibilité d'indiquer la longueur, le diamètre. Donc là, typiquement, je peux écrire 8 mm, je mettais où, voilà. Et le volume, enfin voilà, je peux rentrer là les caractéristiques que je veux. Utilisation sûre, donc j'ai la possibilité ici également d'indiquer que le fait juste d'identifier finalement la substance préoccupante suffit à son utilisation sûre. Je peux également rajouter ici une pièce jointe, un document joint en safe use. D'accord, là c'est au choix. J'ai les instructions également de désassemblage qui peuvent être utiles notamment dans le cadre des articles complexes. Là, je ne suis pas dans le cas d'un objet complexe, donc je ne vais pas aller dans cette partie-là pour la compléter, d'accord, puisque ce n'est pas pertinent pour moi. Je vais aller ici dans Concern Elements, qui là fait référence à la liste candidate. Donc, je vais aller cliquer sur Select et rechercher la substance. Donc là, elle est, par exemple, disobutyl phthalate. Je vais choisir cette substance, la première, hop, et indiquer sa concentration. Supérieur à 1%, 10%. Si vous n'avez pas d'information, vous pouvez aussi indiquer supérieur à 0,1%, inférieur à 100%. Voilà, c'est juste indiquer qu'elle est présente à plus de 0,1%. On clique ici. Voilà. Et derrière, soit j'ai une catégorie de mélange, soit j'ai un matériau, donc matériel catégorie, où je vais là aussi indiquer quel est le type de matériau concerné. Donc là, je peux aller regarder, j'ai toute une liste de types de matériaux, et donc je vais aller voilà, dans plastique et polymère, PVC, soft, et donc j'ai choisi ma catégorie d'article. Voilà. Vous voyez ici, Candidate List Substance No Longer Present, c'est aussi la possibilité, lorsque vous faites une mise à jour, de dire, ben voilà, finalement, j'ai réussi à substituer, et donc je n'ai plus de substance préoccupante dans mon article. Donc ça, c'est une mise à jour possible lors des mises à jour.
je sauvegarde. Voilà. Et là, derrière, j'ai fini ce qu'on appelle la dataset. J'ai créé ma dataset pour mon article et donc je peux derrière créer le dossier pour le soumettre. Là, vous avez deux champs, validate dossier et créer dossier. Pour pouvoir accéder à ça, donc c'est un module de validation, il faut juste préciser qu'on est dans le contexte d'une notification skip. Voilà. Et je peux derrière faire une validation de mon article. Ici, vous aurez, donc c'est un petit module de validation qui regarde si tout est OK, s'il ne manque pas des champs, si les champs. Alors, ce n'est pas si les champs sont bien renseignés avec la bonne information, mais c'est est-ce qu'ils ont bien été renseignés dans le sens une information a été transmise. Donc, par exemple, PVC alpha. Très bien. Pas besoin là ici de mettre ça. Donc, je valide. Et là, on me dit, c'est bon, pas de problématique, donc pas de business rules failure ou de completeness check rules failure. Donc, ça veut dire que ma soumission est correcte. Si jamais il y a une erreur, vous verrez un petit message d'alerte et vous pourrez aller corriger. Il y a deux types de rules. Il y a les business rules et les quality checks. La business rule ne vous empêchera pas de soumettre, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il n'y ait aucun problème, aucun échec à ces business rules. En revanche, une quality check ne vous empêchera pas de soumettre et de voir votre notification acceptée. D'accord ? Donc, il faut bien traiter les business rules absolument parce que sinon, de toute façon, ça ne passera pas. Donc, une fois que j'ai validé, je dois créer le dossier. Ce dossier, hop, on a facilement donc create dossier ici, en bas à droite. Et une fois que vous avez créé, vous pouvez soit l'ouvrir, donc voir après, voilà, voir ce dossier. Donc, il vous indique ici qu'il s'agit d'un dossier pour le tuyau PVC alpha qui contient du diisobutylphtalate. Et derrière, vous pouvez directement le soumettre. Donc, en cliquant ici, je vais aller soumettre sur le portail l'ECA portal, ECA Submission Portal. Donc, vous voyez, là, ça m'emmène sur le portail de soumission. Le temps que ça charge, voilà. Si je clique sur Submit, ça me soumettra le dossier de la notification. Donc, vous voyez, c'est assez, voilà, c'est assez intuitif. Il suffit vraiment de suivre les différentes étapes. Juste, moi, je voulais, je vais regarder l'heure, on est un petit peu limite, mais voilà, l'idée, c'est quand on a affaire à une notification d'un objet complexe, donc typiquement, si je reviens sur mon dashboard, hop, je vais aller ici, créer rapidement une dataset. New articles, pardon. Je vais créer par exemple une machine, un lave-vaisselle avec un EAN, voilà. Donc, open, juste pour vous montrer, dans le cadre des articles complexes, vous allez devoir faire référence typiquement à un sous-article. Vous allez faire rajouter ici un nouvel item, aller dans article, sélectionner, vous pourrez aller chercher derrière, soit par exemple le tuyau alpha, qui a été déjà créé, soit si vous voulez rajouter un autre article, typiquement, je vous parlais tout à l'heure du référencement, vous avez la possibilité ici d'aller créer un nouvel article avec la possibilité de rajouter une substance. Hop là. Typiquement, voilà, skip number. Vous pouvez rajouter un article qui fait l'objet d'un référencement. Donc, vous avez le numéro skip de votre fournisseur. Vous pouvez indiquer du coup le numéro skip ici. Si vous entrez un numéro skip qui n'est pas correct, ça fera un échec au niveau des business rules et vous ne pourrez pas soumettre votre notification. Donc, il faut bien s'assurer que le numéro skip est correct et que du coup, il se référence bien à l'article que vous souhaitez mettre, le sous-composant de votre article complexe. Voilà. Donc, voilà un petit peu une petite démonstration parce que c'est toujours utile de voir à quoi finalement ressemble l'outil, les outils et comment ça marche. Hop là.
propose de conclure, du coup, on est juste en temps, de conclure avec une petite slide de synthèse. Comment se passe la notification skip en bref, pour revoir un petit peu et remettre tout ça dans l'ordre. Donc, la première étape, je vous disais, hein, c'est bien de préparer en amont ces données, soit hors ligne, soit finalement de les collecter et de se préparer à les rentrer directement dans les cas Cloud Services, donc le Euclid Cloud au départ. Préparer les données en ligne, les soumettre en ligne et puis derrière valider ces données directement. Vous avez directement l'information comme quoi le dossier est soumis et qu'il est validé. Il n'y a pas derrière, l'ECA ne va pas derrière revalider ou revenir sur la validation des notifications skip. Hein. Une fois que vous l'envoyez et qu'il est indiqué, voilà, vous avez votre numéro skip et la notification est validée, voilà, vous n'aurez pas de nouveau contact avec l'ECA sur cette notification. Vous pouvez donc soumettre manuellement. Donc là, c'est préparé hors ligne pour ceux qui connaissent bien le logiciel Euclid et qui souhaitent préparer ça en amont et après les envoyer directement par un système d'export tout simple auprès de l'ECA, donc via le Submission Portal. Et puis, sinon, vous avez la possibilité, donc via un système S2S, de demander à l'ECA d'utiliser finalement votre système interne de gestion de l'information pour pouvoir faire des soumissions en bloc. L'idée, c'est qu'ensuite, l'ECA va traiter tout ça et les mettre à disposition du public via la dissémination des informations donc, qui seront accessibles à la fois pour les gestionnaires de déchets et puis les consommateurs et autres parties intéressées. Voilà le résumé de la notification skip. Si on peut terminer avec quelques petites recommandations, clairement, vous voyez, c'est vraiment prendre le temps en amont pour préparer efficacement vos notifications. Donc, c'est reprendre contact éventuellement donc, avec vos fournisseurs pour être sûr que vos articles ne contiennent pas de SVHC à plus de 0,1%. S'ils en contiennent, voir si la notification a été faite en amont et donc potentiellement, vous pourriez récupérer les numéros skip pour optimiser vos notifications. Bien vérifier avant la soumission le contenu des informations, s'assurer qu'il n'y a pas d'informations confidentielles parce qu'effectivement derrière vous ne pourrez pas supprimer, vous pourrez mettre à jour la notification, mais voilà, vous ne pourrez jamais la supprimer. Donc faites bien attention en amont sur les informations que vous indiquez dans vos notifications. Ayez recours le plus possible aux approches simplifiées, donc le grouping pour optimiser vos notifications et éviter de démultiplier certaines notifications, la notification simplifiée, donc dans le cas notamment des distributeurs qui ne font que de l'achat-revente, donc là c'est vraiment une économie de temps, et puis le référencement donc pour utiliser également les notifications des articles, des composants ou sous-composants de vos articles complexes. Donc récupérer le numéro skip auprès des fournisseurs. L'ECA alerte sur le fait que de se contenter des fois uniquement des champs obligatoires ne permet pas nécessairement d'avoir une notification conforme pour remplir notamment les objectifs de skip. Donc l'idée, c'est quand même qu'un consommateur puisse reconnaître ou identifier l'article qu'il a acheté et qu'il puisse voir s'il y a ou pas présence de substances préoccupantes et à quel niveau. Donc, s'il faut mettre une marque par exemple un modèle ou une marque d'article, voilà, c'est des choses qui peuvent être ajoutées dans la notification skip, même si elles ne sont pas, ces champs ne sont pas obligatoires. Et puis, en cas de doute, il existe énormément de guides, des FAQ. Il y a un service national d'helpdesk également qui existe. Donc, n'hésitez pas à consulter toutes ces sources d'informations qui sont des sources d'aide et des guides. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant. On va le voir peut-être avec les questions, mais on attend vos questions. Du coup. Écoutez, merci Cathy, merci Hélène et merci Frédéric. Étant donné l'heure, je vous propose qu'on procède de la manière suivante. On va peut-être prendre une ou deux questions, mais il y a beaucoup de questions. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est de les recenser et de vous les soumettre. Vous y répondrez par écrit et je renverrai à tous les participants un document Excel avec les questions et les réponses pour que tout le monde puisse prendre connaissance des réponses que vous fournirez. Voilà, on va peut-être en prendre une ou deux quand même pour ceux qui ont encore 5 minutes. Alors, j'ai une question sur la diapo 2.
vous faites une différence entre, est-ce que vous faites une différence entre détaillants et distributeurs quand vous mentionnez que ne sont pas concernés les détaillants et distributeurs? Oui, alors les détaillants, c'est vraiment ceux qui fournissent du coup aux consommateurs. L'idée, c'est les détaillants qui fournissent aux consommateurs sont exemptés de la notification skip, alors que les distributeurs, eux, sont concernés par la notification et par l'obligation de notifier. OK. Alors, si je peux me permettre un petit commentaire, peut-être, Catherine, juste par rapport à ça, c'est vrai que nous, dans le jargon, on a tendance à associer distributeur à détaillant. Donc, c'est d'où là peut-être l'incompréhension, en fait. Dans les biens de consommation, un distributeur, c'est un détaillant, à vrai dire, dans la définition skip. Voilà, juste ça. Merci. Alors, une question de Pauline. Lors des analyses de SVHC, si vous faites le test par famille de matériaux, exemple tous les éléments plastiques d'un vélo, comment pouvez-vous savoir à la fin quel composant contient des SVHC si elles ont été détectées? Alors, donc en fait, effectivement, quand on rassemble des matériaux de même nature, si on détecte pas de SVHC, ça pose pas de problème. Donc, si jamais on a sur un mix, on va dire, de composants, si on détecte une SVHC, à ce moment-là, les différents matériaux vont être redispatchés, c'est-à-dire pour aller chercher du coup la matière qui contient vraiment la substance SVHC. On va redétailler en fait le lot, si je puis résumer ainsi. Très bien, merci. Une autre question, Emmanuel, qui nous dit « Je ne suis pas sûre d'avoir compris, sommes-nous obligés en tant que distributeur à déclarer toute substance supérieure à 0,1% ou est-ce uniquement une réponse au consommateur ?» Oui, je pense qu'il y a un mélange avec Rich, là, a priori. Oui, voilà. C'est ça. L'obligation REACH, c'est effectivement de répondre sous 45 jours en cas de demande du consommateur. D'accord? Donc là, c'est lorsqu'on effectivement on vend au consommateur. Dans la chaîne d'approvisionnement, dans la chaîne industrielle, donc en tant que distributeur, si vous distribuez à un client qui n'est pas consommateur, vous avez obligation de transmettre l'information sur la présence de SVHC. Peut-on accéder au contenu d'une déclaration avec le numéro SKIP fourni par notre fournisseur? Alors, quand vous allez rentrer effectivement, donc alors ça c'est une fois que les informations seront publiées, j'imagine. Là aujourd'hui, je ne sais pas vous dire parce que c'est vrai que aujourd'hui là les informations ne sont pas encore publiées, donc je ne sais pas vous dire s'il y aura ce lien de fait. La seule chose, c'est quand vous indiquerez le numéro de skip de votre fournisseur, vous n'aurez pas accès à sa notification. Donc, vous n'aurez pas accès aux détails. Au moment de d'établir votre notification en skip, vous n'aurez pas accès à ces informations. Delphine nous dit « Dans le cas où nous avons une même SVHC dans un type d'article similaire, quasi identique, comment faire apparaître l'ensemble de ces références dans la notification d'un article représentatif? Doit-on lister toutes les références ?» Alors, l'idée, c'est que vous avez la possibilité de lister ces références. Donc, on l'a vu, hein, un reference number, vous pouvez les rajouter. L'idée, c'est de se dire quel intérêt ça représente de lister toutes ces références. Est-ce qu'il y a un intérêt vraiment commercial? Je vous disais tout à l'heure, dans le cas notamment d'articles qui sont mis sur le marché et qui sont pour le consommateur, il peut y avoir un intérêt à faire référence à la marque, au modèle pour que le client puisse rechercher. La vraie question, c'est effectivement au niveau industriel, est-ce qu'il y a un intérêt à lister toutes ces références ou pas? Ce n'est pas une obligation, mais ça vous permet aussi, vous, de tracer, de savoir qu'est-ce que vous avez regroupé. Donc, ça présente à la fois l'intérêt pour vous, mais aussi peut-être pour le consommateur, suivant le cas. Ok, allez, encore une ou deux dernières. Mélanie, nous sommes une entreprise qui importe des vêtements d'Asie. Nous demandons à nos fabricants beaucoup de tests labo, colorants azoïques, pH, formaldéhyde, nickel, cadmium, etc., afin de respecter l'annexe 17 de REACH. Avons-nous l'obligation de déclarer les SVHC? Si oui, comment pouvons-nous savoir si nos articles vêtements contiennent des SVHC?
Alors, s'ils contiennent plus de 0,1% de SVHC, bien sûr qu'il y a l'obligation hein, de communiquer. Après, la notification, c'est suivant la condition de tonnage, hein, plus d'une tonne de SVHC, donc ça, c'est à voir. Comment le savoir? Soit vous avez une analyse de conformité de la part de votre fournisseur qui a fait des tests et qui sait qu'il n'y a pas plus de 0,1% dedans, soit vous faites tester. Donc là, je bascule sur ce qui a été présenté plus tôt par Frédéric. Voilà, c'est finalement identifier la présence d'une SVHC dans ces articles textiles. Donc, soit par une confirmation du fournisseur, soit par du test. Voilà, et ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, la problématique de l'annexe 17 de REACH est différente de la problématique des SVHC. En fait, les substances qui sont vérifiées dans le cadre de l'annexe de REACH intègrent aussi des teneurs limites qui sont liées à l'exposition du consommateur à certains dangers. Là, vous évoquiez tout à l'heure le nickel, hein, où on est sur des risques liés à l'allergie. Et donc, en fait, on n'est pas du tout sur la même type de problématique lorsqu'on peut se préoccuper des SVHC. Hein, les SVHC, on est plus dans une forme de bonne pratique, c'est-à-dire d'éviter d'avoir de manière globale des substances dangereuses. Et donc, du coup, si on n'est pas capable si on connaît pas bien sa matière et si on n'est pas capable on peut pas s'éviter d'aller analyser la teneur en SVHC. Mais c'est complètement différent de ce qui se pratique en annexe 17. On n'est pas du tout sur le même type d'exigence et de vérification pour le consommateur. Allez, la dernière. Est-ce que les emballages de vente sont à considérer comme des articles et donc soumis à des contrôles SVHC et des potentielles notifications SKIP? Eh bien, oui. Ce sont des articles. Oui, nous sommes unanimes, les emballages sont des articles. Je sais que c'est un peu frustrant, mais on va s'arrêter là. Ce que je vous propose, donc, c'est effectivement qu'on recense toutes les questions. Je vais vous les envoyer et puis si vous pouvez nous mettre par écrit les réponses et on transmettra bien sûr à tous les participants le document de synthèse. Je vous remercie. Je remercie également, bien sûr, nos trois intervenantes, Hélène Guéant aussi. Vous aurez donc la présentation PowerPoint très prochainement et vous verrez que nos coordonnées sont mentionnées sur la dernière diapo, donc vous pouvez nous recontacter sans problème. Le webinaire a été enregistré, donc il sera disponible sur les pages YouTube de la CCI dans les jours qui viennent. Et puis, je vous rappelle qu'avant de vous déconnecter, je vous invite à répondre à un bref questionnaire d'évaluation de la réunion. Et je vous remercie bien sûr par avance de vos réponses qui nous sont toujours très utiles. Une dernière information, c'est que je vais lancer une série de webinaires sur le printemps sur la réglementation des machines. Donc, ce sera entre mars et juin. Nous aurons 4 webinaires consacrés à cette thématique. Vous aurez les informations pour pouvoir vous inscrire dans les semaines qui viennent. Eh bien, écoutez, il est 14h44, nous avons un peu de retard. Donc, je vais vous quitter et vous souhaiter une très bonne après-midi à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Très bon après-midi. Au revoir.